la pure création au niveau des volumes et des couleurs. Aurais-tu des conseils à nous partager pour oser prendre confiance en soi, s'affirmer, parler de soi et se mettre en avant? Tu n'es pas n'importe qui. T'es une Rolls-Royce, t'es pas un patin roulette. Donc, aie confiance en toi et vas-y. Comment tu as commencé dans le monde professionnel? Si tu es très sûr de toi, très sûr de tes capacités, tu vas pouvoir t'affirmer. Tu ne travailles que avec ton réseau quasiment. J'ai presque 50 ans quand je lance ma société. C'est fou. Bonjour à tous, ici Lisa Aurin. J'accompagne les marques dans leur stratégie digitale et la création de leur contenu. Et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Tu m'inspires. Dans cet épisode, on parlera d'entrepreneuriat, d'accomplissement personnel et de travail en famille avec Lo, une entrepreneuse et une modèle photo brillante qui est loin d'avoir fini sa carrière à 60 ans. Aujourd'hui, elle travaille avec sa fille, Julia, au sein du studio Dagoud, en tant que set designeuse. Rien s'interdire et oser s'affirmer et se réorienter au fil de sa vie pour être pleinement épanouie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Lo. Comment ça va, Lo ? Ça va très bien. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et moi aussi, je suis très contente de t'avoir avec nous sur le podcast aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent et n'ont pas la version vidéo, vous manquez quelque chose parce qu'on a une très belle femme à nos côtés aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on a un nouveau décor qu'on a beaucoup travaillé avec Lo ensemble. Donc j'espère qu'il vous plaira. Je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier actuel. Alors déjà, moi, je suis bien contente de t'inspirer, que tu me trouves très jolie. C'est déjà super sympa de venir ici pour s'entendre dire ça. Mon métier de set designer, en fait, c'est un métier où on fait le décor de tout ce qui est fiction et publicité. Donc, c'est extrêmement varié parce que ça va de la trace de rouge à lèvres, de la marque de crème sur un miroir ou d'une mise en scène sur des décors extrêmement petits, comme sur des constructions beaucoup plus grosses. Ça, c'est pour la publicité. Par exemple, fabriquer effectivement du mobilier, des décors complets, des chambres, mettre en scène des scènes de la vie quotidienne pour des publicités, mais également pour la fiction. Donc, tout ce qui est série, film, bien évidemment. Donc là, on connaît un peu mieux ces métiers-là. Là où on le connaît moins, effectivement, c'était plus dans tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, où on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, comme on l'a fait aujourd'hui, d'ailleurs, où on essaye quand même de mettre en scène une petite atmosphère sympathique. Donc, il faut réfléchir à toutes les couleurs, les volumes. Et ça, c'est notre métier. Voilà, de mettre en valeur les gens ou les objets dans des situations qui vont les faire vendre ou qui vont plaire. Voilà. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a du set design partout, même derrière juste une publicité qu'on voit à la télé, un film, de la position du fauteuil, des oreillers. Là, comme on l'a fait aujourd'hui, rien que choisir les oreillers sur le canapé qui matchent avec la table, les rideaux, etc. Les chaussettes, voilà, la tasse, effectivement. Alors, c'est tout un choix à faire. Aujourd'hui, il faut tenir compte en plus des temps qui sont extrêmement courts. En général, une publicité, il faut la faire très rapidement en une journée. Et dans la semaine précédant cette journée-là, très souvent, on a une semaine à 15 jours pour le préparer. Et dans cette semaine-là, il faut sourcer les éléments. Les sourcer, ça veut dire les commander. Et quand on connaît un peu les temps d'attente pour recevoir tel ou tel objet, voilà, on doit switcher avec tout ça. On doit trouver le bon objet qui plaise également à la marque, bien évidemment. Donc, nous, on a un brief. C'est-à-dire qu'on nous envoie des intentions avec le directeur artistique qui va donc nous demander de mettre en scène quelque chose dans une atmosphère voulue, avec des couleurs voulues, souvent les couleurs de la marque. Et nous devons trouver donc les meubles qui vont plaire au directeur artistique, à la marque, à l'agence. Donc, on fait des propositions. Et donc, eux reviennent vers nous en disant mais ça, c'est OK, ça, non, ça, oui. Et une fois sur place, on va mettre tout ça en scène. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de travailler. Certains sont spécialisés dans les matières pour la beauté, par exemple. Ça, c'est une niche très particulière. D'autres sont spécialisés dans la construction de gros mobilier. D'autres encore plus particulièrement sur la mode ou sur des objets comme les téléphones. Voilà. Donc là, c'est encore autre chose. On est parfois amené à aller faire des tournages dans des bowling ou dans des appartements. On va louer des appartements sur Airbnb. Et là, on va travailler avec les objets qui sont déjà là et on va apporter 2-3 touches avec ceux qu'on va sourcer ailleurs. Mais c'est passionnant. C'est de la pure création, en fait, au niveau des volumes et des couleurs. Donc, c'est intéressant, voilà, de concevoir les choses de manière à ce que ce soit équilibré et séduisant.
Ouais, c'est super intéressant et même les résultats sont quand même assez incroyables. On va essayer de comprendre un petit peu comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Donc, tu as une carrière assez remplie et très riche. On va commencer déjà par tes études. Toi, tu as fait des études d'art et d'industrie graphique. Comment tu as commencé dans le monde professionnel ? Alors effectivement, j'ai fait l'école Estienne en lycée, qui m'a quand même donné le goût un peu de la couleur et du perfectionnisme dans le travail, parce que c'est quand même une école qui est réputée pour être assez de haut niveau, donc une des grandes écoles de Paris. Mais j'ai pas travaillé dedans. Je quitte l'école Estienne, je quitte également mes parents, parce que je rencontre le père de mes enfants et que donc je veux vivre tout de suite ma vie avec lui. Et de fait, je quitte cette école et je dois donc travailler. Travailler, quand on est toute jeune, j'avais pas 20 ans, dans le milieu de la publicité dans les années 80, 85, c'était vraiment pas simple parce que j'avais pas d'expérience, donc je n'étais pas sûre de moi. On pourra revenir là-dessus plus tard sur le fait de l'importance de connaître bien son métier, ou du moins d'être confiante dans mes capacités et dans mes acquis. Et donc, je suis arrivée, comme dans tout premier boulot, dans un milieu qui est extrêmement masculin à l'époque, et où tu es une jeune fille, c'est dans la publicité, et en fait, toute la journée, on parle de sexe, on s'en amuse, on fait des blagues. Alors, voilà, toi, tu tombes là-dedans, et tu sais pas trop comment tu dois prendre la chose, comment tu dois te comporter face à eux. Si tu es très sûr de toi, très sûr de tes capacités, tu vas pouvoir t'affirmer, dire, écoute, mon gars, ce que tu dis, ça m'intéresse pas, maintenant on va faire ce que moi je te propose. Mais c'était pas le cas. J'étais là pour apprendre, continuer à apprendre, à apporter quelque chose à cette société, mais également, à acquérir un certain savoir-faire. Je suis partie. Ça m'a pas plu, je suis partie et j'ai travaillé donc dans la mode et dans des boutiques de luxe qui m'ont beaucoup appris parce que le luxe c'est quand même un milieu qui est très exigeant, donc on apprend l'exigence. Donc ma première expérience finalement professionnelle, ça l'a été dans le milieu donc du commerce, puisque j'ai travaillé dans le commerce et dans les commerces de luxe où il y avait un niveau d'exigence important, donc dans le vêtement, mais aussi dans l'entreprise, dans le milieu de l'entreprise avec une société qui était une société de la métallurgie et une société américaine. Ça a été très important pour moi parce que je démarrais avec très peu de choses, mais j'avais envie de responsabilité, j'avais envie de manager des gens, et comme ce sont des Américains, très rapidement, je suis montée très haut. En une année, finalement, j'étais responsable d'un groupe d'une centaine de personnes. Et là, j'ai adoré, parce que j'ai adoré manager des équipes, réfléchir à des méthodes. C'était l'époque du cercle de qualité. Donc voilà, j'ai beaucoup appris sur le management, sur les méthodes, sur la technique de commerciale et technique de marketing. Donc ça a été une très bonne expérience. Là, c'est vraiment le deuxième pôle dans ma vie qui a été vraiment important après des études d'art. Et ensuite, suite à ça, je suis arrivée dans l'époque des startups. Pendant une dizaine d'années, j'étais donc manager et responsable du personnel et des études marketing dans cette branche, donc dans les grosses industries. Ok, donc toi, tu as commencé avec un parcours très managérial dans le commerce. Et comment alors tu as découvert le monde de l'entrepreneuriat et à quel âge en fait tu as commencé à te lancer ? Alors là, tu me poses une colle parce que je ne sais pas, mais disons que j'ai passé une dizaine d'années, donc je devais avoir une trentaine d'années. Voilà, 30, oui c'est ça. J'avais une trentaine d'années quand j'ai arrêté l'industrie et je suis arrivée donc à cette époque dans le monde de la start-up. Et c'est au travers des startups, je me suis passionnée pour les startups. Je trouvais que l'exercice était vraiment très intéressant. On en parlait beaucoup dans les années 90. Et ça me plaisait beaucoup, cette idée d'être trois et de créer très rapidement comme ça un produit, un process pour lancer une idée, une boîte. Voilà, je trouvais ça passionnant. Donc, j'ai beaucoup suivi ça. Je suivais les écoles de commerce alors que j'y étais pas du tout. Je suivais tous les endroits où on pitchait, où on présentait donc les sociétés. Et en me trouvant dans ce milieu-là, j'ai travaillé ensuite pour une société, une start-up qui se lançait également, une grosse start-up qui était c'est pas Airbnb, mais c'est le même concept. Et du coup, très rapidement, j'ai fait la même chose que ce que je savais faire, c'est-à-dire du management, du commercial, du marketing, etc. J'ai ensuite aidé d'autres start-up à se monter. Et puis, ding! Je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que je ne le fais pas pour moi, puisque je suis capable de le faire pour d'autres, pourquoi je ne le fais pas pour moi ? Et je ne l'avais pas fait pour moi parce que tout simplement, je ne venais pas d'une famille d'entrepreneurs.
Chez moi, on n'entreprenait pas. Voilà. Donc, ça t'était jamais venu à l'idée, en fait, avant de te lancer à ton compte? Ça m'était même pas venu à l'idée. En fait, j'avais moult idées pour les autres, mais voilà, ça m'était pas venu à l'idée. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de sympa? Alors, avec une amie, on a commencé par réfléchir à un concept de site en ligne pour les mariages. C'était pas encore tout à fait l'époque. J'ai ensuite pensé à transcrire ça sur les entreprises. Et puis, finalement, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai créé la boîte que j'avais envie de construire. C'est-à-dire une boîte de fête. Une boîte où on fait la fête. Donc, tu connais quand même un petit échec avec ta première idée de concept avec les mariages. Et ensuite, tu n'abandonnes pas, tu continues. Et là, tu trouves ce nouveau concept et t'ouvres, c'est une agence d'événementiel, c'est ça? Exactement. Okay. J'étais un peu en désaccord avec l'ami avec lequel je pensais créer cette société sur le mariage, tout simplement parce qu'elle a une vision très américaine du mariage et ça ne me convenait pas. Donc, finalement, ce n'est pas forcément un échec dû aux actes que nous avons faits, mais c'est plutôt une divergence de vue sur la direction que devait prendre notre petite société. Donc finalement, après, j'ai créé une société d'événements d'entreprise complètement classique, alors que j'avais absolument aucun réseau, que je n'y connaissais rien. Et je me suis dit, voilà, ce que j'aime faire finalement, c'est la fête. Ce que je sais faire, c'est la fête aussi. Donc on y va. Ok. Et donc tu te lances avec ton ami. Et tu n'avais pas envie de te lancer seule? Tu voulais absolument avoir quelqu'un à tes côtés ou c'est que ça s'est fait naturellement avec lui? Ça s'est fait naturellement parce que c'est très difficile de faire une aussi grosse société seule. C'est-à-dire que très rapidement, je voulais des grosses sociétés. Parce que c'est comme ça que c'est le plus marrant, tout simplement. Puis c'est aussi là qu'il y a de l'argent. Donc, seul, c'était trop compliqué. Il faut un graphiste, ce qu'il était à l'époque. Il faut quelqu'un qui gère les comptes, ce que je suis incapable de faire correctement. Donc voilà, il y avait des choses que je me sentais... J'avais pas envie de le faire. Puis après, une journée, il n'y a que 24 heures. Il faut un peu pour dormir. Donc de toute façon, je n'aurais pas pu le faire toute seule. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de faire vraiment de l'événement sur mesure dans le luxe. Quelque chose de très luxueux, de très pointu, parce que j'aimais beaucoup la déco. Et c'est comme ça que je me suis différenciée. On pourra y revenir tout à l'heure, mais il fallait que je crée une société qui fonctionne. Et comment on crée une société qui fonctionne? On fait une veille concurrentielle, on regarde ce que font les autres, on regarde tout ce que font les autres. Toutes les sociétés d'événementiel, j'ai absolument tout épluché. Et il faut faire la même chose, mais en mieux. Et en mieux dans ce que tu choisis de faire. Il y a plusieurs niches, il y a plusieurs créneaux dans lesquels tu peux te lancer. Mais moi, j'avais envie de faire quelque chose de très qualitatif, de très pointu. Et donc là, il faut que tu choisisses aussi bien le caviste, les traiteurs, la déco, les événements, les artistes. Donc en fait, j'allais à la pêche à tout. Et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, il ne faut pas le faire seul en fait. Tu avais directement une grande vision sur ta société. Et par contre, tu n'y connaissais rien du tout en événementiel? Ou tu y connaissais un petit peu J'y connaissais un petit peu parce que j'ai vécu pendant des années avec un musicien. Donc, je savais ce que c'était que de mettre une certaine ambiance. Je connaissais aussi un petit peu l'événementiel au travers des sociétés dans lesquelles j'avais travaillé auparavant parce qu'elles ont fait aussi des séminaires, des team building, etc. Donc, j'y avais participé et je voyais tout ce que je pouvais apporter à ce monde-là, que je trouvais extrêmement classique et pas tellement foufou, quoi. Je trouvais pas qu'on s'amusait tant que ça dans ce genre d'événement. Donc, je pensais que je pouvais vraiment apporter quelque chose, oui, de différent. À ma petite échelle, parce que j'avais pas des moyens énormes, mais il suffit de trouver les bonnes petites perles et puis savoir ensuite séduire avec ce que tu as trouvé. Mais voilà. Et tu lances cette société à quel âge? Alors, je crois que j'ai 47 ans, 50 ans. J'ai presque 50 ans quand je lance ma société. C'est fou. Et à aucun moment, tu t'es dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, j'ai passé l'âge, en fait, c'est trop tard. Je peux plus lancer ma boîte, je peux plus me mettre à mon compte, je suis, entre guillemets, trop vieille. Toi, ça t'a pas fait peur? Pas du tout, parce qu'en fait, moi, je me suis arrêtée pendant pas mal d'années pour élever mes 3 enfants. D'accord. Le fait que je les ai eus jeunes fait aussi que je me suis retrouvée avec des enfants qui étaient adolescents. J'avais du temps pour moi et je trouvais qu'à 45-50 ans, non, je me sentais pas vieille du tout en fait. Et non, ça m'a pas du tout arrêté. C'est vraiment pas l'âge du tout qui m'a arrêté. D'ailleurs, rien m'a arrêté en fait dans ça, si ce n'est la question de comment trouver des clients. Parce que c'est le but. Tout le monde se dit, tiens, je vais faire un truc, je suis douée pour ça, j'aime faire ça. C'est très bien, il faut partir de là. Faut
trouver quelque chose que l'on aime faire parce qu'on va y passer énormément de temps. Donc, il vaut mieux aimer ce qu'on fait. Et comment toi, tu t'es lancé? Comment tu as trouvé tes premiers clients concrètement? Parce que tu l'as dit, en plus, tu n'avais aucun réseau dans le domaine. Eh ben, c'est par Facebook, finalement. C'est par les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn. En fait, il n'y avait pas d'Instagram à l'époque. Il y avait Facebook. Et par Facebook, j'ai contacté quelques chefs d'entreprise ou quelques directeurs marketing ou commerciaux dont je savais qu'ils avaient ce type de besoin pour leurs équipes. Et puis, j'ai commencé un peu à tchatcher avec eux, voilà, en leur expliquant ce que je faisais. Finalement, voilà, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Également dans la famille. Parce que pour trouver ses premiers clients, il ne faut pas oublier que au sein de notre famille, on a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui travaille dedans. Et là, moi, j'ai fait appel à mon beau-frère pour un de mes tout premiers événements, qui m'a fait confiance pour un petit événement. Et finalement, ça m'a permis d'avoir des visuels. Et ces visuels, ça m'a permis ensuite de travailler avec des stagiaires. J'ai pris plein de stagiaires d'écoles d'art et d'écoles de commerce que je faisais travailler ensemble. Et ensuite, on allait dans les salons, on arrivait avec des t-shirts avec le nom de la boîte, on passait dans le salon du Bourget, on passait dans tous les salons pour se faire connaître. Et voilà, ça a permis d'avoir de la visibilité. Donc, en fait, pour lancer sa société, ce qu'il faut faire, ou pour trouver sa clientèle, finalement, il faut regarder ce que font tous les autres, mais vraiment tous les autres, tout éplucher et faire la même chose, mais en mieux. Trouver le petit détail, la petite chose dans laquelle toi, tu vas être la plus forte. Moi, il se trouve que ça a été la déco. Mais voilà, il faut faire vraiment la même chose en mieux et se différencier pour impacter le client, pour qu'il se souvienne de toi. Bah ça, c'est un bon conseil, surtout quand on débute, parce qu'on ne sait pas par où commencer et en fait, on se prend trop la tête. Mais il faut juste, comme tu dis, faire ce qui existe déjà et qui fonctionne, mais en mieux. C'est ça, c'est exactement ça. Si tu veux que ta boîte fonctionne, en fait, il faut tout faire. Et sur tout ce que tu fais, il y a forcément des choses qui vont fonctionner. Et ensuite, tu les suis. Voilà, tu suis ce qui fonctionne et finalement, ça marche. Il y a le Covid qui est arrivé ensuite. Et comment ça s'est passé pour toi? Parce que l'événementiel pendant le Covid, c'était mort. C'est ça. Non, c'est exactement ça. C'était complètement mort. En fait, il n'y avait absolument plus d'événements, comme il n'y avait plus de boulot nulle part, mais il n'y avait plus d'événementiel et ça a été très, très long à revenir, notamment moi dans la branche que je travaillais, parce que j'étais vraiment dans l'industrie. Encore une fois, ça s'est fait complètement par hasard. J'aurais préféré travailler dans la mode, dans la déco, mais pas du tout. J'ai fait de l'événementiel uniquement dans des très grosses sociétés, dans l'industrie, dans l'énergie. C'était très bien parce qu'il y avait des moyens, donc ça, c'était plutôt sympa, mais en même temps, c'était un peu plus classique. Donc, mon but, moi, c'était de leur apporter un peu de folie, des choses qu'ils n'avaient jamais faites, les emmener dans des quartiers qu'ils ne connaissaient pas. Et là, je me retrouve avec plus rien à faire et des gens qui ont eu très, très peur au retour de Covid à revenir sur ce créneau-là et à regrouper des gens ensemble. C'était des grosses équipes de 50 à 100, 200, 400, 500 personnes et ça a été extrêmement long. Donc, du coup, moi, je me tournais les pouces. J'étais en train de vider mes comptes aussi. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Je savais plus trop quoi faire. Et je me suis dit, voilà, comme finalement la déco, c'est ce qui me plaît le plus, je me lance dans la déco et je me suis lancée dans la déco d'appartement. Donc là, ça a été encore un autre challenge. Mais bon, ça me semblait tout naturel. J'aimais beaucoup ça. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi, à proposer autour de moi des prestations upgradables qui conviennent aussi bien à des gens qui n'avaient pas de gros moyens, mais qui voulaient quand même avoir une belle déco chez eux, et également à des gens qui en avaient bien plus, évidemment. Donc, voilà, donc je me suis lancée là-dedans. Et du coup, cette fois-ci, toute seule? Et là, oui, effectivement, toute seule. Alors, toute seule, c'est pas vrai, parce qu'en fait, quand tu proposes de refaire la décoration d'un appartement, il y a tout l'aspect mobilier. Et aujourd'hui, malheureusement, on sait que c'est aussi, comme pour ici, uniquement du mobilier livrable. Donc, il y a plusieurs possibilités quand tu proposes une décoration, où c'est les gens qui reçoivent eux-mêmes, ou c'est toi qui reçois, etc. Mais après, il faut installer. Donc, il y a beaucoup de gens qui, d'une part, ne savent pas monter un meuble, même basique, même un meuble Ikea, mais encore moins de gens qui vont savoir refaire des peintures, réinstaller une cuisine complète. Donc là, je me suis fait aussi aider de mon ami qui, heureusement, lui, il est couteau suisse, donc il travaillait aussi bien le milieu artistique en tant que graphiste, mais c'est un très, très bon technicien, constructeur. Donc, voilà, lui, il faisait toute la partie, j'installe les lampes, je monte les cuisines, voilà. Donc, on a fait ça à deux, finalement. Pour bien comprendre, donc c'est le même ami qui avait ouvert avec toi la boîte d'événementiel. Exactement. Ok. C'est mon ami avec qui je vis et donc avec qui c'est aussi une histoire de travail en famille finalement. D'accord. Voilà, okay. Comme avec Julia. Oui, parce qu'aujourd'hui tu travailles avec Julia, ta fille. Donc c'est marrant, on entend souvent dire que les personnes réussissent grâce à leurs parents. Toi aujourd'hui, ta fille c'est ta boss.
Comment vous en êtes arrivé là ? Alors, il faut savoir que lorsque moi j'avais mon agence d'événements, Julia était déjà intervenue 2 ou 3 fois pour faire des ateliers fresques. Donc, elle savait comment je travaillais. Elle sait aussi, bien sûr, puisque c'est ma fille, donc on a déjà fait beaucoup de dessins ensemble, de déco à la maison, etc. Donc, elle savait, elle connaissait ma patte, mon goût du dessin, mon goût de l'art. Bon, ça, c'était une chose avérée pour elle. Et puis, alors que moi, j'étais en train de terminer donc mes appartements, j'avais même pas encore complètement terminé. Un jour, elle m'appelle et elle me dit « Maman, j'ai un mur de 6 mètres sur 3 pour je ne sais plus quel grand créateur. Il faut que tu viennes m'aider parce qu'il faut que ce soit en faux marbre. » Je lui dis, bon, ok, on y va. Et donc, ça a commencé comme ça. Je suis venue l'aider pour ce faux marbre. Et finalement, on n'a plus jamais arrêté. Ça s'est enchaîné, boulot sur boulot. Et finalement, aujourd'hui, on en est à avoir énormément de travail toutes les deux. Incroyable. Et j'en profite juste pour préciser que Julia, on l'a interviewée et normalement son épisode est déjà sorti, que vous pouvez aller voir sur YouTube. Un épisode avec Julia Dagoud qui a créé son studio, le studio Dagoud, et donc le studio où Lo travaille aussi aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, c'est Julia qui est ma boss. Voilà. Et alors, comment ça se passe toutes les deux au travail, au quotidien ? Moi, je suis absolument ravie parce que tout l'aspect, justement, casse-pied, entre guillemets, du travail d'entrepreneur, c'est tout l'aspect de la comptabilité, de la présentation des projets, de la recherche, du sourcing, etc. Et ça, c'est une partie que je suis absolument ravie de lui laisser. Donc, moi, j'ai déjà fait mes preuves en tant qu'entrepreneuse. J'ai rien à me prouver, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, donc je suis ravie qu'elle le fasse. Toute cette partie galère, je suis vraiment très contente qu'elle le fasse. Moi, j'ai que le côté fun, finalement. J'ai que le côté super créatif. Moi, j'adore avoir les mains dans la glaise, dans la peinture, dans les enduits, faire du découpage. Donc, je suis ravie. C'est vraiment quelque chose qui me convient très bien. Après, bien sûr, on travaille des fois 24/24 ensemble parce qu'on dort sur place, parce que c'est des métiers où on est souvent pressé par le temps. Donc, il faut aller vite. Donc, c'est des métiers où il faut tout à fait supporter le stress. Il ne faut pas être anxieux, il ne faut pas avoir d'anxiété par rapport aux attentes du client. Si tu as bien écouté, si tu as fait bien ton job, tu as fait les bonnes propositions et que tu es bien calé, normalement, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Il faut aussi avoir confiance en tes capacités, à toi, créative. Même s'il y a des choses que tu n'as jamais fait, mais tu sais que tu peux les faire potentiellement, au lieu d'y passer 2 heures, tu vas en passer 8. Donc, tu vas tester 2-3 trucs, puis tu vas le faire. Et finalement, ça sera très bien. Donc, il faut bien se supporter, mais même avec nos 2 caractères très différents, de fait, on est complémentaires et ça se passe très bien. Trop bien. Et du coup, tu as fermé ton entreprise d'événements ? Ah oui, l'événementiel, oui. Alors, c'est pas non plus tout à fait vrai, puisque finalement, on arrive parfois à faire de la scénographie pour l'événementiel. Donc, comme on fait aussi la scénographie de l'événementiel, des fois on me dit « toi qui connais l'autre, toi tu connais les traiteurs, tu ne connaîtrais pas un musicien, tu ne connaîtrais pas un traiteur ?» Donc voilà, mon expérience passée, les relations que j'ai fait que parfois on me le demande. On va me demander d'aider sur un mariage, oui, alors là je vais le faire. Mais assez exceptionnellement, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'aime ça, j'adore ça en fait. Tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent ce que c'est que la scénographie ? Alors la scénographie, c'est toute la mise en scène autour d'un événement. Donc, c'est toute la mise en scène quand vous allez dans un spectacle ou même dans un concert ou quand tu vas dans un festival, il y a une scénographie qui est pensée auparavant. De même que lorsque tu vas dans un restaurant, il y a aussi une scénographie parfois. Et dans tous les événements, il y a une mise en scène et ça s'appelle la scénographie. Et là, il faut la travailler de la même manière. On peut le travailler en tant que set designer. On va travailler à l'aspect, en tant que set designer, non, mais en tant que scénographe. Ce sont des appellations différentes. Sur le cinéma et la fiction, ça va s'appeler décorateur ou chef décorateur avec tout un tas de métiers, de peintre, d'ensemblier, d'accessoiriste derrière. Dans le set design, c'est set designer. Et puis, dans le spectacle vivant, ça va être la scénographie. Mais ça tourne toujours autour d'une mise en ambiance. Ok. Et je vois qu'en t'entendant parler, on voit vraiment que maintenant, la confiance en toi, tu l'as. Aurais-tu des conseils à nous partager pour oser prendre confiance en soi, s'affirmer, parler de soi et se mettre en avant ? Alors, il y a connaître sa propre valeur et il y a savoir, le faire savoir. Ça, c'est encore 2 choses différentes. Exactement. Pour avoir confiance en soi, moi, je considère qu'on devrait tous avoir confiance en soi. On est tous des personnes extraordinaires. Je pars de ce principe-là, tu es une Rolls-Royce. En tant que femme, tu es une Rolls-Royce.
même ton voisin, un mec, n'importe qui. On est tous des gens de qualité. Faut le penser, mais faut en être convaincu. On est des gens intéressants dans la vie. Mais on est des gens intéressants. Pourquoi? Parce que il faut être curieux. La base de tout, pour moi, là, c'est pour réussir dans son travail, mais c'est la même chose pour réussir dans sa vie. Il faut être curieux dans la vie. Si tu es curieux, si tu as cette chance de l'être naturellement, tant mieux. Mais sinon, ouvre-toi à tout ça. Regarde tout. Tout peut t'apporter. Sois curieux de l'histoire des gens. Sois curieux de leurs aventures, de la manière dont ils s'y sont pris. Et voilà, ça va t'apporter des opportunités. Pour avoir confiance en soi, il faut quand même être réaliste par rapport à ses capacités. Il faut savoir se remettre en question, ça c'est important. Mais bon, à partir de là, t'expérimentes, et puis au bout d'un moment, tu vas être, rassuré, tu vas être content de ton travail. J'essaie de réfléchir à un modèle, mais si tu es sculpteur, par exemple, tu vas commencer avec un bout de bois, bon, la première fois, tu vas tailler un pipeau, bon, et puis après, tu vas te mettre à un pied de chaise, et puis finalement, tu vas réussir une chaise, et petit à petit, en regardant ce que les autres font, c'est toujours pareil. La curiosité t'amène à regarder ce que les autres font. Tu choisis un domaine, tu regardes ce que font tous les autres, et puis tu t'estimes par rapport à eux. Tu vois que tu es capable de faire la même chose. Tu essayes dans ton coin. Et puis après, quand on te propose de le faire, t'évalues. Je suis capable, je suis pas capable. Je suis capable, si je prends 12 heures pour essayer, je vais être capable. Et tu le fais. Faut pas hésiter à le faire. C'est vraiment la chose la plus importante, c'est de ne pas hésiter. Il faut y aller. T'as qu'une vie, de toute manière. Donc, autant que tu t'amuses, ça c'est sûr, puis autant que tu le fasses avec des choses qui, toi, te plaisent et t'amusent. Donc, il faut y aller, il faut pas hésiter. Si tu passes 3 ans avant de te dire « Ah, finalement, je le fais pas », tu auras perdu 3 ans. C'est 3 ans où tu n'auras pas acquis d'expérience. Donc, il faut y aller. Et puis, de toute façon, c'est pas tout de suite que tu vas avoir la super boîte qui va faire appel à toi. Donc, au départ, ça va être un petit client. Et donc, voilà, tu vas y aller petit à petit, mais plus ça va aller, et plus tu vas prendre confiance en tes capacités. Mais il faut pas hésiter, il faut y aller. Donc, je dirais que c'est plus la curiosité dans un premier temps, l'essai, tenter, y aller, continuer, recommencer. Et puis aussi, la gentillesse. Parce que finalement, un des meilleurs moteurs, c'est d'être sympa avec les gens. Si tu es sympa, d'abord, on va avoir tendance à te pardonner tes erreurs dans un premier temps, déjà. Si tu fais un peu des trucs pas trop bien finis, bon, on va te les pardonner. Et puis, si en même temps, tu réussis, on va beaucoup plus facilement faire appel à toi. Et notamment dans une société, dans une équipe, si tu as quelqu'un de hyper qualitatif, mais qui est relou de ouf, tu n'auras pas envie de le prendre. Alors que si tu as quelqu'un qui est hyper sympa, mais qui va pas forcément faire un travail super pointu, mais tout à fait correct, c'est lui que tu vas prendre. Donc ça aussi, c'est une vraie qualité pour réussir. Complètement, parce qu'en fait, au bout d'un moment, pour se différencier par rapport à ses concurrents, c'est notre personnalité, en fait. Exactement. Et je sais que moi, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois où j'ai des clients avec qui je travaille beaucoup, parce qu'aussi, on s'entend bien, on s'entend super bien, et qu'on aime travailler ensemble au-delà des compétences qu'on peut avoir mutuellement. Ah oui, carrément. Moi, j'ai des clients qui me disaient, quand j'avais ma boîte d'événementiel, bon, de toute façon, Lo, on a l'impression qu'on lui fait tellement plaisir que, allez, on va lui faire confiance, on la laisse faire ce qu'elle veut parce que ça lui fait encore plus plaisir qu'à nous. Mais c'est vrai que moi, je prenais énormément de plaisir à leur offrir quelque chose. Et c'est quand même des chouettes métiers, quoi. C'est des métiers où on fait plaisir. Je veux dire, on n'est pas notaire, on n'est pas, voilà, c'est quand même des métiers sympas. C'est des métiers qui sont créatifs, où on rencontre que des gens sympas. Globalement, c'est que des gens sympas. Donc, ouais, c'est vraiment agréable. Faut se bagarrer, faut bosser, mais en même temps, voilà, on est avec des gens sympas. Donc, si tu leur donnes, ils te donnent aussi. C'est donnant-donnant, en fait. Et c'est comme ça dans la vie. Et je pense qu'il y a aussi un autre gap d'oser s'affirmer. Parce qu'il y a la confiance en soi entre nous, et aussi le fait d'oser s'affirmer, oser parler de soi, se mettre en valeur. Et ça, est-ce que tu aurais des conseils à ce niveau-là à donner aussi aux personnes? Parce que j'ai l'impression, souvent aussi, plus en tant que femme, on n'ose pas autant s'affirmer sur nos compétences, sur ce qu'on peut apporter. Alors ça, bon, moi, ça doit être dans ma personnalité parce que j'avais pas cette crainte-là. Au contraire, mais parce que j'étais assez joueuse en fait. C'était plutôt à travers le jeu, à travers un peu le côté je suis sur la scène, je m'amuse, je suis une actrice dans la vie, quoi. Moi, j'aime bien jouer en fait, et je pense que je pense que je continue à prendre un peu la vie comme un jeu. Donc de fait,
il faut pas y attacher non plus trop d'importance. Il faut donner beaucoup de son énergie pour son travail, mais c'est pas non plus toute sa vie, le boulot. Donc, c'est pas si grave non plus si tu te plantes. C'est pas très grave. Donc, faut pas y aller en se disant, oh là là, si je me plante, c'est une cata. Non, c'est pas une cata. T'y vas, et puis voilà, tu t'amuses. Il faut y aller bien préparé, mais après, il faut se lâcher. Alors, évidemment, c'est ce que tout le monde dit. Les artistes, ils disent la même chose quand ils vont sur scène. Ils se préparent bien avant, et puis après, ils se lâchent. Mais c'est un peu ça, la vie, en fait. Dans nos métiers, dans tous les métiers, tu te prépares bien, puis après, faut kiffer. Après, faut en profiter. Alors, si c'est spontané, si ça fait partie de ta nature, tant mieux. C'est un peu ce qui fait partie de la mienne. Après, si ça l'est pas, eh ben, il faut s'entraîner. Tout simplement. Et ça s'apprend à pitcher, en parler en public. C'est des exercices qui s'apprennent et tu peux commencer chez toi à en parler, à parler de ton métier autour de toi, à guetter les réactions des gens, à voir. Parce qu'évidemment, tu me parles de ça parce que tu penses à comment on va se vendre. Comment on va faire savoir qu'on est bon dans notre métier, comment on va trouver des clients, comment on va pouvoir rencontrer des gens qui vont devenir notre réseau. On n'a pas parlé du réseau, mais le réseau, c'est ultra important. Tu ne travailles que avec ton réseau, quasiment. C'est extrêmement rare qu'on te trouve sur LinkedIn ou ailleurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Et oser parler de ses services, parce qu'on peut être gentil, avoir un petit réseau où voilà, on s'entend bien avec tout le monde, mais à un moment, il faut aussi y aller. Il faut parler de ce qu'on propose, de ce qu'on peut apporter pour vendre nos prestations. Exactement. Il ne faut pas avoir peur. C'est cette étape-là qui souvent peut être un frein. On n'ose pas et c'est là où on voit qu'on ne passe pas le gap d'avoir plus de clients, faire grossir sa boîte parce qu'en fait, on reste à un stade où on fait nos petites prestations, c'est très bien, nos clients sont contents, mais on n'essaye pas d'aller forcément chercher plus loin parce qu'on n'ose pas. En fait, il ne faut pas hésiter. En fait, ça, encore une fois, il faut y aller. Ça fait partie du boulot. Trouver, développer ta clientèle, ça fait partie du boulot. Donc, faut pas hésiter. De toute façon, c'est des gens comme toi et moi. Voire même, ils connaissent pas ton métier. Donc, de toute façon, ils sont encore moins informés que toi. Donc, quand c'est des gens qui font partie de ton métier, c'est différent. Mais de la même manière, les gens sont toujours contents que tu viennes leur parler, leur expliquer ta passion. Ou du moins, tes expériences et voir ce que tu as fait. Évidemment, faut pas tomber dans un moment où ils sont en train de faire autre chose. Mais si tu arrives dans un moment où ils sont assez bien disposés, faut y aller. Faut pas hésiter. Faut leur dire, tiens, à propos, je voulais te dire, tu sais ce que je fais? Moi, je fais ça, ça, ça. Vous auriez besoin. Voilà, cherchez d'abord quels sont leurs besoins à eux pour pas tomber complètement à côté. Mais voilà, leur poser des questions dans un premier temps sur ce que eux font, voir si toi, tes capacités, ton travail, ta valeur ajoutée, elle est appropriée à leur boulot, à leur demande. Et puis, si c'est le cas, tu rebondis dessus. Tu leur dis, tiens, j'ai un truc, ça pourrait peut-être t'intéresser, ou je connais un tel. Ne pas hésiter à mettre ensemble des gens du même réseau, même si toi, pour le moment, ça ne t'apporte rien, parce que c'est comme ça que les réseaux se font, et du coup, on va te renvoyer l'ascenseur. Faire grossir son réseau, c'est aussi ça. On va penser à toi parce que toi, tu as pensé à d'autres, parce que tu as une valeur ajoutée et que tu en as parlé à quelqu'un, lui, ça ne l'intéressait pas, mais il connaît quelqu'un que ça pourrait intéresser. Donc ça, il ne faut pas hésiter, il faut croiser vraiment tous ces renseignements. Il ne faut pas saouler les gens non plus, mais enfin, il ne faut pas hésiter à en parler. Donc, il faut s'entraîner. Si ce n'est pas quelque chose de spontané, tu essayes petit avec ton entourage et puis de plus en plus, tu y vas. Et finalement, souvent, ça séduit les gens. C'est ça qui est étonnant. Moi, il m'est arrivé dans des salons, à la fin du salon, tout le monde s'en va. Bon, voilà, tu te dis, allez hop, le dernier, j'arrive, j'ai chopé une bouteille de champagne, j'arrive, puis je dis, bon, allez, on va boire un coup ensemble. Le salon se termine, alors vous êtes qui? Et finalement, c'était le numéro 2 d'une super grosse société. Il était mort de rire parce que j'avais osé le faire, alors que j'avais même pas vu que TF1 venait de l'interviewer. Voilà, bon, faut y aller au culot un peu. Je dirais qu'il faut pas hésiter, faut y aller au culot. Tu te plantes, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as perdu? Rien du tout, de toute manière. Donc, tu as tout à gagner en y allant au culot. Il faut y aller. J'avais envie aussi de parler de toi, du regard des gens. Il y en a beaucoup qui n'osent pas par rapport au regard des gens. Toi, quel est ton rapport avec ça? Bon, j'ai l'impression que je sais déjà la réponse, mais j'ai envie de parler de ça avec toi. Et pareil, encore une fois, si tu as des conseils à donner aux personnes qui ne passent pas à l'action à cause du regard des gens. C'est un peu comme tout, c'est-à-dire que la même chose que je dis à propos des marques, quand tu veux te vendre, je parle de quand tu cherches du boulot, parce que c'est pas appliqué à ta vie au quotidien forcément, mais tu fais comme si toi, tu étais une marque en fait. Donc, tu es la même chose que les autres, mais en mieux. C'est un peu le même principe. Donc, tu te mets en valeur le mieux possible au moment où toi, tu vas devoir intervenir. Donc, voilà, tu t'inspectes comme si tu étais une marque. Est-ce que je suis bien sous cet aspect-là? Qu'est-ce que je veux renvoyer? Ça dépend de ce que tu veux renvoyer aussi de toi. Il faut que ça corresponde à qui tu es, bien évidemment, et à ce que tu veux véhiculer comme image et à ce que tu veux
donner à comprendre à ton interlocuteur. Mais le principal, c'est ça. C'est de te dire, voilà, en fait, quand tu vas rencontrer quelqu'un, il faut qu'il te voie comme la personne qui l'attend. Voilà. Si tu veux être l'assistante du directeur, tu vas t'habiller, te vêtir, parler comme l'assistante de directeur que tu es déjà, pour que lui, il te voit arriver et dit, c'est elle. Voilà. Et quand il cherche une designer ou quand il cherche un créateur de mode, de n'importe quoi, il te voit et il se dit, c'est elle ou c'est lui. Voilà. Donc, en fait, tu dois véhiculer ce que l'autre attend de toi, tout en gardant quand même ta personnalité. Il ne faut pas non plus... faut que ça te représente aussi, parce que de toute façon, sinon... à un moment donné, tu vas te squeezer. Donc, il faut que ça te ressemble. Mais quand tu es bien préparé, tu vas pouvoir y aller. C'est ça un peu. L'idée, c'est que tu te prépares à ça, tu réfléchis, tu t'inspectes, tu te corriges. Voilà. Et puis après, quand tu es prête, tu y vas, quoi. Mais il ne faut pas hésiter. Ça, c'est sûr. Super intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais encore des décorations d'appartements ou tu travailles essentiellement qu'avec Julia ? Alors, j'aimerais bien pouvoir en faire en vrai, mais j'ai pas le temps parce qu'on a beaucoup de travail. Donc, j'ai trop de demandes. J'ai même pas terminé, en fait, le dernier appartement que j'ai décoré. Il me reste encore une chambre à faire. J'ai pas encore eu le temps de la terminer. Mais je travaille pas toujours avec Julia parce qu'effectivement, maintenant, j'ai parfois mes propres clients aussi en set design, même si... Finalement, même si c'est moi qui amène le client, c'est elle qui va se charger de tout l'aspect sourcing et facturation, etc. Jusqu'à présent, c'était comme ça. Maintenant, ça a peut-être évolué parce qu'elle a créé le studio d'Agoud. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, en venant sur des tournages et des shootings, imagine-toi qu'on m'a proposé de devenir modèle. Alors, modèle senior, évidemment. Donc, c'est ça qui est marrant parce que finalement, j'arrive à 60 ans. Et qui sait, je vais peut-être avoir encore une autre carrière. Et là, ça peut m'amener jusqu'à, allez, vas-y, 120 ans. À 120 ans, je serai encore là avec ma petite canne. Et finalement, où je serai, je ne sais plus comment, quelle nana là, qui a plus de 100 ans, là, qui est super... Ah, je ne me rappelle plus de son nom. J'ai pas la référence. Une modèle qui est extrêmement connue, qui est très riche aussi. Et voilà, donc qui sait, un jour je serai peut-être modèle jusqu'à 120 ans. Mais bon, c'est plutôt marrant. C'est pas un truc que je veux faire uniquement parce que c'est pas assez créatif. Et puis c'est un métier très difficile. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était très difficile finalement d'être mannequin photo. Mais j'adore. J'adore ça. Donc oui, maintenant, j'ai des agents et je vais faire ça. C'est pour ça que je l'ai précisé d'ailleurs dans l'introduction. On mettra des photos des shootings que tu as fait en tant que modèle photo. Comme ça, les gens pourront voir les références. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des projets que tu aimes particulièrement faire actuellement avec le studio d'Agoud ? Alors, moi, bien évidemment, les projets que je préfère sont ceux où je vais le plus travailler avec mes mains. Donc, j'ai beaucoup apprécié... travailler sur la cérémonie d'ouverture du rugby avec Jean Dujardin parce qu'on a fait des textures extrêmement différentes, des faux marbres, des faux bois, donc ça j'ai adoré, même des fausses cheminées, donc c'était vraiment avec des enduits, etc. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça c'est vraiment les projets qui me plaisent le plus. Également tout ce qui est donc les grosses fabrications, j'adore ça. Voilà, les grosses fabrications qui sont de l'ordre de la sculpture, j'adore. On a fait également pour Cyprien, le youtubeur, des faux puits, une fausse scène où ce sont des diables dans la dernière série qu'il a faite. Donc là, voilà, mettre en scène des univers très, très spéciaux, ça évidemment, c'est super sympa. Donc voilà, moi, c'est ce que je préfère faire, effectivement. Ok, merci beaucoup pour tous ces conseils. Là, je pense que tu nous en as donné un panel pour débuter dans l'entrepreneuriat. J'espère que ça en aidera plus d'un. On va passer à un petit jeu. Je t'ai préparé un petit jeu, donc tu vas avoir 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. Waouh. J'ai posé les mêmes questions à Julia, du coup, ta fille, Julia Dagoud, où je répète, il y a un épisode avec elle sur le podcast. Alors, est-ce que tu es prête ? Alors, j'ai droit à 1 minute, c'est ça ? Ouais, 1 minute, top chrono. Allez, on y va. C'est parti. Pinceau ou crayon ? Pinceau. Quelle est ta couleur préférée ? Vert. Ta saison préférée ? L'été. Projet extérieur ou intérieur ? Waouh, intérieur. Petites équipes ou grande équipe ? Grande équipe. Gros budget ou petit budget ? Gros budget. Photo ou vidéo ? Photo. Rap ou jazz ? Aïe, alors là, je suis incapable de répondre. Tu préfères travailler la nuit ou le jour ? La nuit. Pinterest ou Instagram ? Instagram. Basket ou talon ? Talon. Fleur artificielle ou naturelle ? Naturel. Chien ou chat ? Chien. Aquarelle ou acrylique ? Aquarelle. Multitâche ou spécialisation ? Multitâche.
Cheveux attachés ou détachés? Détaché. Vacances ou travail? Vacances. Travail en famille ou entre amis? En famille. Projet YouTube ou court-métrage? Court-métrage. Travailler les textures ou les formes? Ah, texture. Ok, c'est bon. Mais Bravo. après ça peut être, il peut y avoir plein de réponses en fait, parce que Oui, j'ai dit bien aquarelle, sûr. mais voilà, ça dépend ce que tu as. C'est pour le C'est moment. le challenge Voilà. du jeu, voilà. C'est Il faut que je aujourd'hui. réponde vite. Moment T, aujourd'hui, c'est Mhm. ça. Voilà, c'est ce Ok. que j'aurais choisi aujourd'hui. Top. Bah, tu t'es bien débrouillé, hein. Franchement, tu vois, tu as répondu à autant de questions que Julia, je crois. Et je serais bien curieuse de savoir ce qu'elle a répondu, Ouais. et surtout ce qu'elle a dit sur le travail en famille. Je ne sais pas si elle a répondu la même Bah, chose tu que verras moi. ça. Bah oui, mais Je c'est marrant. donne pas j'aimerais la bien. réponse comme ça. Je vais aller voir ça, et ça serait Ouais. marrant. Ça va être marrant de mettre en parallèle toutes les deux ce qu'on dit de la famille finalement. Ouais, carrément. Voilà. Alors, pour terminer, j'aime bien poser une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 sources d'inspiration que tu as ou que tu as eues dans ta vie et dont tu aimerais nous parler? Ah, alors 3 sources d'inspiration. Alors, ma première source d'inspiration, c'est la famille. La famille, parce que d'abord, j'adore les mômes. Alors, j'ai de la chance, j'ai 5 petits-enfants, je m'éclate. C'est vraiment, ils m'inspirent énormément dans leurs réactions, leur mode de fonctionnement, leur dessin. Enfin, c'est leur façon de recopier la vie en la transformant dans les jeux de rôle. J'adore. Ça, c'est vraiment une bonne source d'inspiration, y compris ma grand-mère pour la gentillesse, parce que c'était une fille incroyablement gentille, ma fille avec laquelle je travaille, et qui m'a quand même emmenée dans son monde de couleurs et de formes beaucoup plus abstraites que ce que moi je faisais. Donc la famille, très importante. Deuxièmement, le monde artistique, la musique, énormément. J'ai vécu avec un musicien, mes enfants font de la musique. Voilà, la musique, c'est vraiment très important. Évidemment, bon, tout ce qui est les matières, la couleur, là, ça c'est... Donc le monde de l'art, tous les artistes, les grands artistes, ça m'a beaucoup intéressé. Tu as un artiste particulier à nous partager? Oh, j'en ai tellement. Bon, bah, je vais dire des trucs très classiques, mais de Vinci, de Staël, Gauguin, voilà, c'est des grands artistes que j'aime beaucoup. Soutine, enfin voilà, il y a beaucoup d'artistes que j'aime en fait, très différents. Puis alors la troisième chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui m'aurait inspiré? Bah, j'ai pas d'idée, tu vois. C'est la troisième chose. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? La nature. La nature, beaucoup. La nature m'inspire beaucoup, bien sûr, évidemment. Donc oui, la nature. Mais c'est plutôt trois concepts qui m'inspirent, finalement. D'accord. Oui. Bah, écoute, chacun ses inspirations, et c'est intéressant d'ailleurs de voir la diversité des inspirations de chacun et de ce qu'ils en font. Et bah, écoute, Lo, je te remercie beaucoup pour ton temps. J'ai été ravie de t'avoir sur le podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Ben, j'ai passé un très bon moment, et c'est toujours très agréable quand on vient sur un podcast qui s'appelle Tu m'inspires avec une fille qui est super gentille, et Dieu sait que c'est aussi pour ça qu'on vient te voir, parce que tu es une belle personne. Donc, ouais, on est content de venir. Merci, Lo.